J'ai besoin de toi. Je peux pas te dire pourquoi, tu pourras jamais me poser de questions et on va faire mal à des mecs. Quelle caisse tu veux prendre? Passe-partout du Downey. Ouais. Qui c'est? Ouvre! Ah merde, ça fait mal, hein? J'espère que t'es droitier. Si t'es encore là, dans une semaine, on revient. On s'en va, on a fini. Hey. T'as fait quoi? Je vois pas de quoi tu parles. C'est mon frère qui est là. Qu'est-ce que t'as fait pour le contrarier comme ça, hein? Putain, je vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas? Non. Et maintenant, tu vois? Ça Tu vois maintenant? Ça va. Et me dis pas ça va, putain! Je Ça vois va, pas c'est de quoi bon, tu on se parles. T'as fait quoi? Oh, putain, je vois pas de quoi tu parles. Non? Hein? Tu joueras plus au foot. Hey, regarde-moi. Tu vois mon visage? Va te plaindre aux flics. Vas-y. Mais n'oublie pas, j'ai vu le tien aussi. Putain. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans le 3e épisode de la 3e saison de The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Aujourd'hui on a débuté avec un film qui fête ses 10 ans en ce mois de septembre, The Town. The Town, excellent film de braquage réalisé par Ben Affleck dans la veine du Hit de Michael Mann, où l'acteur-réalisateur trouve un terrain de jeu parfait pour représenter à l'écran sa ville, Boston. Je vous invite vraiment à redécouvrir ou à découvrir ce film pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Ce soir, les chroniqueurs seront au nombre de 4. Je serai en compagnie de Raphaël, Paul, Benoît et Marie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui. On a un gros programme. Donc vaut mieux être en forme. Ouais. Ensemble, nous reviendrons sur 3 films sortis la semaine dernière. Blackbird de Roger Michel, Enola Holmes de Harry Bradbeer et Léonard d'Amro Hamzaoui. Et aussi, on parlera vite fait de Lux Eterna de Gaspard Noé. Le quiz de The Cinema Show sera bien évidemment de la partie, tandis que la carte blanche de la semaine refera son apparition. Et pour débuter, on revient tout de suite sur les dernières news cinéma de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Alors au sommaire des news, le mercato de la semaine, l'Académie des Césars, le Cinémed et aussi un autre festival qui s'est passé à Montpellier. C'est parti. Alors cette semaine, j'ai plusieurs annonces de casting assez sympas. On va commencer avec le nouveau film de braquage de Steven Soderbergh, intitulé No Sudden Move. Le film mettra en scène Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, John Hamm, Ray Liotta, mais aussi plus surprenant Brendan Fraser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Brendan Fraser. Ah, il me manque. L'acteur de La Momie. Le film racontera l'histoire d'un trio de criminels qui organisent à Détroit dans les années 50 un cambriolage avant de se demander s'ils ne se sont pas fait doubler quand le casse part en cacahuète. Pour info, le long métrage sortira en streaming sur la plateforme HBO Max. Donc on ne sait toujours pas où il sortira en France et s'il sortira un jour. Ouais, c'est ça. J'imagine que c'est Steven Soderbergh qui sortira un moment. Est-ce que ça vous tente ?
Pour Brendan Fraser, oui. C'est original un film de Soderbergh sur un casse. Un braquage avec un casting. Incroyable. Déjà, Logan Lucky, c'était un peu ça, donc tu vois, il y a un peu c'est Non, mais là, cette fois, c'est dans les années 50. Donc il y a de la reconstitution et tout. D'autres réactions ? Ça vous tente ? Ok, bon, on verra ça. Autre plateforme de streaming et autre annonce de casting. Après Tyler Rake, Chris Hemsworth va retrouver Netflix avec un film de science-fiction signé Joseph Kosinski, intitulé Spiderhead. Le film se déroulera dans un futur proche où 2 détenus se voient offrir la possibilité de réduire leur peine de prison s'ils acceptent de servir de cobayes pour des médicaments altérant les émotions. Cette décision les oblige ainsi à se débattre avec leur passé dans un établissement dirigé par le génie visionnaire qui supervise le programme. Voilà. Au casting, on retrouvera également Journey Smollett-Bell et Miles Teller. Ah. Oh. Pas mal. Pour Miles Teller. Le souci, c'est qu'il faut déjà rattraper Tyler Rake. Enfin, oui, on l'a pas vu. Souvent, Netflix, un peu, tu perds le rythme, et il y en a plein que tu dois rattraper quand même avant. Et c'est un peu dommage. Là, c'est fantastique et tout, ça a l'air très sympa. Regardez, on verra. En tout cas, ça, je sais pas quand ça sort. Mais... dernière info mercato, elle concerne un film de cinéma cette fois-ci. Après son casting, on en sait un peu plus sur le prochain film de M. Night Shyamalan. Le tournage a débuté samedi dernier. On sait maintenant que le film s'intitule Old. Le site, souvent bien informé, Collider va même plus loin en disant que ce film est une adaptation de la BD française de Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters, Château de Sable. Selon Collider toujours, Shyamalan aurait reçu cette BD pour la fête des pères. Il aurait tellement adoré qu'il en a acheté les droits pour le cinéma. Voilà, affaire à suivre. Pour rappel, se côtoieront à l'écran dans Old, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Gaël Garcia Bernal, Ken Leung, mais aussi Rufus Sewell, sortie prévue pour juillet 2021. Est-ce que ça vous tente ? Oui. Oui. En plus, j'ai pas lu celle-là de Frédéric Peters, mais c'est un mec qui fait... c'est très très fin, c'est de la BD indépendante. Il a fait un truc qui s'appelle Pilule Bleue, qui est une BD sur le sida, et qui est vraiment exceptionnel. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très fin. C'est pas une adaptation un peu lourde de comics, un peu. Ça va être là, c'est très présenté comme un... J'ai pas lu la BD Château de Sable, mais c'est un huis clos à ciel ouvert, en gros, qui se passe sur une plage. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui est assez... Le paradoxe, c'est qu'il a... Ça donne envie. Sur une île, quoi. On quitte le mercato pour parler de l'Académie des Césars. Hier ont été élus la présidente et le vice-président de l'Académie. La règle voulant dorénavant que ce soit un duo composé d'un homme et d'une femme. On savait déjà avant l'élection qui serait élu, puisque seule Véronique Kayla s'était présentée pour le poste de présidente et Éric Toledano pour le poste de vice-président. Félicitations à eux en tout cas, et bonne chance pour gérer le merdier laissé lors de la dernière cérémonie des Césars. Voilà, des réactions sur ces nominations. J'attends qu'on vire Roman Polanski en fait. J'espère qu'ils vont l'annoncer bientôt. C'est ça. Si possible. Très vite. Ça m'arrangerait. J'avais oublié un truc. Virer Roman Polanski et tout ce qu'on a à dire. Qu'est-ce que j'avais oublié ? J'avais oublié que pour notre 3e news, on part découvrir le Cinémed, parce que ce matin avait lieu au musée Fabre la présentation du 42e Cinémed, du coup, qui se tiendra du 16 au 24 octobre prochain. Christophe Lepard, qui est directeur du festival, a notamment présenté le programme. Alors, qu'est-ce qu'on aura cette année ? Je découvre le programme en même temps que vous. Non, je rigole, je l'ai quand même lu. On aura déjà en président du jury, c'est Grand Corps Malade. On aura Emmanuel Béard aussi en invité d'honneur. Sinon, alors, ce qu'on peut retenir de la conférence de presse, c'est qu'il y a quand même beaucoup de films. Il y a beaucoup moins de films que les années précédentes, Covid oblige. D'habitude, on est sur 250 films. Là, il y en a à peu près 150. 9 films seulement en compétition, mais il y aura des avant-premières assez sympas. Donc déjà le discours de Laurent Tirard adapté du discours de Fab Caro. Fab Caro qui sera d'ailleurs à l'honneur parce qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de le mettre dans le dossier de presse, mais on a appris aujourd'hui que Zai 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 sera aussi en avant-première au Cinémed. Donc voilà, deux adaptations de Fab Caro, au Cinémed, c'est finalement logique. Donc ça sera le mercredi 21 octobre, je crois. Voilà, ça sera à l'Opéra Berlioz. Sinon, je suis mitigé en gros sur le programme. Après, on verra bien si les films sont de qualité, mais c'est sûr que comparé à l'an dernier où on avait par exemple un Rodrigo Sorogoyen en compétition, là il y a moins de noms clinquants. D'ailleurs, je peux vous dire les films d'ouverture et de clôture. Donc en ouverture, on aura un film de la réalisatrice de La Belle et la Meute, Kauter Ben Anya, qui sort son film donc L'homme qui a vendu sa peau.
Un film pour lequel il y a eu un prix d'interprétation masculine à Venise cette année. Et super. La soirée de clôture, alors ça a surpris un peu tout le monde. C'est un film de Jean-Patrick Ben qui s'appelle Le sens de la famille avec Franck Dubosc. Franck Dubosc sera peut-être Alors même Christophe Le Parc a dû se justifier de ce choix et a dit que lui aussi quand il y allait voir ce film, il se disait ok, bon, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je vais faire avec Franck Dubosc ? Et finalement, il a trouvé ça vraiment très bien, très intelligent, tout ça. C'est un film un peu conceptuel où chacun, en fait, c'est une famille qui part un peu en cacahuète. J'aurais utilisé cacahuète aujourd'hui. Et chacun va prendre la place, voilà. Chacun va prendre la place comme un Freaky Friday, en fait. Le père va devenir la mère, je sais pas encore. Oh mais là voilà. là, j'ai hâte de voir ça. Et à ce qui paraît, il disait que c'est un film, d'habitude, les concepts comme ça tient 10 minutes. Et que là, en fait, sur tout le film, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Donc, on verra. C'était que des promesses. C'était aux Alpes d'Huez ou pas ? Parce que Franck Dubosc, non, nulle part. Non. Super. Qui est déjà allé au Cinémed je vais plutôt parler au nouveau, je ne sais pas. Benoît, non ? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ce festival ? J'avoue que moi je préfère quand même les rétrospectives. Là par exemple cette année il y a Fellini. Tout restauré. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup le festival en général et en particulier La Nuit en Enfer. Je trouve que c'est un très très bon concept. Donc je te dis ce qu'il y a La Nuit en Enfer cette année. Je veux bien. Je peux le dire rapidement. Voilà, ou en gros c'est... Je vais rechercher, c'est à la toute fin. Et la date pour nos auditeurs et auditrices. Oui. On me la demande sur les réseaux, pas du tout. Donc ça sera vendredi 23 octobre, de 20h à l'aube. Super. Toujours au cinéma Utopia. Alors il y aura Les Trois visages de la peur de Mario Bava, Shakespeare's Shitstorm de Lloyd Kaufman, qui est une avant-première, Le Loup-garou de Londres de John Landis, Dr. Jekyll et Sister Hyde de Roy Ward Baker, un film de 71, un film anglais, et The Hunt qui était sorti cette année. Okay. Voilà. C'est bien en salle ça. C'est original parce que c'est des films qu'on n'a pas forcément vus en salle aussi. Donc. Oui, c'est vrai. Des attentes, Marie et Raphaël sur le Cinémed. On veut être surpris comme chaque année. Ouais. Alors il a dit Christophe Le Parc, attention, il y aura pas de cocktail, tout ça cette année, donc soyez pas déçus. Attends, mais le petit-déj du matin ? Ah, je sais pas le petit-déj. Il a dit le café sera ramené pour les interviews, mais quand vous serez installés. Donc attention. Bon. Non, mais déjà, c'est bien qu'il soit maintenu, parce qu'on sait que le festival de Dinard a été annulé 15 jours avant. Là, bon, le Cinémed, on sait pas encore. On espère, en tout cas, il n'y a pas de raison. En tout cas, il a dit, Christophe Le Parc, que s'il n'y a pas de reconfinement, il voit pas pourquoi. Il m'attiendrait pas. Voilà. Après, c'est pas le préfet de l'Hérault. Oui. D'ailleurs, on peut l'écouter ce matin pendant la conférence de presse. Il expliquait d'ailleurs pourquoi il s'était battu pour que le Cinémed ait lieu cette année. Oui, le Cinémed va pouvoir avoir lieu entre le 16 et le 24 octobre prochain. Toute cette période a été, bien sûr, vous l'avez vécu comme nous, assez compliquée. Et pour nous, ça a été aussi l'occasion de se poser la question, à quoi on sert en tant que manifestation culturelle ? Quelle est notre raison d'être et quelles sont nos missions ? Et en fait, la réponse, elle est venue très très vite, parce qu'on reste vraiment convaincu que la culture en général et le cinéma en particulier est une composante fondamentale de notre vie. Et notre devoir aussi, c'est de soutenir les artistes, les créateurs de toute la Méditerranée, en montrant leurs œuvres. Parce que s'ils produisent des films, s'ils réalisent des films et que personne ne peut les montrer, c'est quand même dommage. Et donc, sur cette mission, à la fois vis-à-vis du public, qui est de renaître, de participer à la renaissance de cette vie culturelle collective, et par rapport aux créateurs, je crois que notre volonté de tenir le festival dans les contraintes sanitaires strictes que nous avons adoptées était fondamentale. Merci Christophe Le Parc. Pour refermer notre partie news, on part découvrir un autre festival qui s'est tenu à Montpellier la semaine dernière grâce à Ombelline, le What Trip Festival.
Le What a Trip, festival international du voyage et d'aventure de Montpellier, se tenait du 23 au 27 septembre 2020 sur l'esplanade Charles de Gaulle. Un événement qui a survécu malgré les conditions sanitaires et qui a pu faire voyager petits et grands avec de nombreuses expositions, projections de films, un village du voyage et de nombreux ateliers tout le long du festival. Un événement incontournable dans la région pour les cinéphiles et grands aventuriers qui a permis de rencontrer les explorateurs et les réalisateurs après chaque projection et pouvoir échanger sur leurs ressentis. Si vous avez manqué l'événement, nous avons pu rencontrer certains réalisateurs et explorateurs qui vous feront plonger dans leur univers. Tout de suite, nous rencontrons donc Romain Tarusson, président du festival, qui nous en parle plus en détail. Je suis Romain Tarusson, je suis le président fondateur du What a Trip AMI Festival. C'est le festival international du film de voyage et d'aventure. Donc ça correspond à une compétition officielle de films assortie d'un festival off, de projection, de rencontres et d'échanges avec les aventuriers. Et au-delà de ça, c'est aussi un festival de la culture voyage, donc auquel on a ajouté une série d'expositions photos, donc 10 expositions photos gratuites dans tout Montpellier, et un village du voyage sur lequel on peut trouver beaucoup d'animations, près d'une 50aine d'ateliers, de conférences et d'animations, un bar du voyage, un village du voyage, un salon du voyage, ainsi qu'une librairie du voyage pendant tout le week-end. Comment se déroule le festival? Il y a un jury, comment ont été sélectionnés les films? Oui, donc du coup on a un jury de 5 personnalités qui est présidé cette année par Carolina de Salvo, qui est la présentatrice de Faut pas rêver. Et du coup elle est accompagnée de personnalités du monde du sport, du voyage, de l'aventure ou du cinéma. On a Jérémy Banster qui est également membre du jury et donc c'est l'acteur de la série Un si grand soleil. Et donc il y a une sélection qui est faite en amont du mois de janvier au mois d'avril-mai. On a une présélection en fait de films qui nous sont envoyés. Donc cette année on a 80 films qui nous ont été envoyés. Ensuite on affine la sélection pour avoir au final 12 films dans la compétition. Alors comment vont être jugés? Est-ce qu'il y a aussi le public qui vote? Il y a également donc 5 prix vont être remis. Un prix par notre partenaire média Ushuaïa TV. Un prix qui est remis par le public qui vote à la fin de chaque séance. Cette année on a mis en place un système de vote dématérialisé. Et ensuite on a 3 prix qui sont remis par le jury, donc le prix d'aventure, le grand prix du jury et le coup de cœur du jury. Au niveau des mesures sanitaires, donc là il y a eu des réformes intervenues pendant la mise en place du festival. Comment ça s'est déroulé? Alors oui, on a beaucoup travaillé en fait sur les mesures sanitaires. On a en partenariat avec la mairie de Montpellier et la préfecture, on a mis en place un très gros dossier imposant des mesures sanitaires drastiques sur le village. Le port du masque obligatoire forcément, la mise en place de jauges sur tous les sites, les systèmes de protection pour nos bénévoles, pour le public. Et effectivement, les dernières décisions qui sont intervenues au tout début du festival n'ont pas impacté le festival pour la simple et bonne raison qu'elles ne le concernent pas, puisque le système de jauge, etc. n'interviennent qu'à partir de lundi. Donc on a quand même adapté la jauge du village, c'est-à-dire qu'initialement la jauge du village était fixée à 1300 personnes, là on l'a retombée à 1000 personnes pour pouvoir assurer la sécurité de tous. Est-ce que vous avez un mot peut-être pour la future édition, pour donner envie peut-être d'envoyer les films? Alors oui, tout à fait, puisqu'en plus ça va être l'édition anniversaire, on va fêter nos 5 ans l'année prochaine, donc les personnes peuvent d'ores et déjà proposer leurs films, leurs ateliers, leurs expositions photos pour qu'on construise cette nouvelle édition 2021. Nous avons pu rencontrer Laurent Balesta, biologiste et photographe, qui nous parle du film Planète Méditerranée, réalisé par Gilles Kebali lors de la cérémonie de remise des prix du festival. Je m'appelle Laurent Balesta, je suis biologiste et photographe. Le film que je montrais, c'était le film Planète Méditerranée qu'on a réalisé l'année dernière. Il y a eu aussi une exposition photo qui était en relation avec le film? Oui, l'exposition et le livre éponyme qui s'appelle aussi Planète Méditerranée, qui résume les meilleurs moments, les plus belles rencontres, les rencontres qui m'ont le plus touché et que j'ai réussi à photographier au cours des 14 dernières années de plongée profonde en Méditerranée. Et du coup, quel était le but de cette réalisation? Le but, c'était de pouvoir enfin passer du temps à grande profondeur, là où normalement on n'est autorisé que quelques minutes pour des heures de remontée, de décompression. Et grâce à la station Batial, on a pu y séjourner des heures et des heures chaque jour, sans limite en fait, si ce n'est celle de résister au froid. Et ça nous a permis il n'y a pas de secret, quand on passe plus de temps
au milieu de la nature, quelle qu'elle soit, que ce soit au fond de la mer ou au fond d'une forêt, on voit plus de choses, on découvre plus de créatures et ça a fonctionné. Quasiment tous les jours, on ramenait des portraits, des observations inédites, alors qu'on n'était pas parti au fin fond de la Nouvelle-Guinée ou de l'Antarctique, on était entre Marseille et Monaco, dans une zone qu'on pourrait croire connue. Vous avez parlé d'une expérience qui vous a changé, en plus de 25 ans d'expérience dans le milieu, ça vous a vraiment fait évoluer ? Bah oui, ça change le regard. Jusque-là, c'était des incursions avec la frustration d'un aperçu, d'une vision éphémère de ces choses-là, où on allait voler quelques images, et là tout à coup on prenait le temps presque de s'installer, et évidemment ça change tout à l'observateur. Imaginez un botaniste qui pourrait aller dans une forêt tropicale 10 minutes par jour, qu'est-ce qu'il connaîtrait de la forêt en fait ? Les grandes profondeurs, c'est un peu ça, mais là nous avec ces nouveaux moyens, on pouvait rester jusqu'à plus de 6 heures par jour au fond. Alors ça a changé un peu tout quand même. Mais c'était important pour vous de montrer un petit peu les coulisses de comment ça se passait, comment ça se déroulait tout le long ? Bah oui, moi je trouve qu'à toute histoire naturelle, il y a forcément une histoire vécue et que c'est bien de mélanger les deux parce que ça permet de rendre ces choses plus touchantes. Quand on comprend mieux à quel point une créature est inaccessible, elle, tout à coup, elle prend de la valeur et de la noblesse. Est-ce qu'une orchidée qui pousse en haut de la montagne est plus belle que celle qui pousse dans la vallée ? Pas forcément, mais elle est en haut de la montagne et tout à coup, elle prend un prestige et une valeur et on la trouve plus belle. C'est pareil dans les grandes profondeurs. Ces créatures qui sont un peu inaccessibles, elles sont fascinantes et du coup, pour ça, il faut montrer l'aventure humaine qu'il y a derrière pour les atteindre. Je crois que ça rajoute à leur prestige, ça rajoute à leur valeur et je crois que ça peut qu'aider à leur conservation. Qu'est-ce que vous voudriez dire pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce genre d'aventure ? Qu'il faut persévérer, qu'il faut y croire, que c'est pas parce que les gens vous disent que c'est impossible que ça l'est. Peut-être que précisément quand quelqu'un vous dit que quelque chose est impossible, c'est au contraire surtout la preuve que ça n'a jamais été fait, c'est tout. C'était le festival What a Trip, festival international du film de voyage et d'aventure de Montpellier, qui se tenait du 23 au 27 septembre 2020. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Merci beaucoup Ombéline pour ce reportage. Il est donc temps de refermer cette partie news et d'attaquer directement dans le vif du sujet avec notre partie débat. Au programme 3 films, Blackbird, Enola Holmes et Eleanor. Et on commence tout de suite avec Blackbird du sud-africain Roger Michel, bande-annonce. Hey! Can we all behave as normally as possible? Yeah. Okay. Got it. Okay. You got it? All right. Okay. Great. Jonathan has a hard time talking about it. Killing grandma? No, I don't. It's illegal, right? How are you gonna do it? When's it happening? Soon, kiddo. Here we go. Whoa. You okay? Yeah. I'm used to a different kind of axe. Anna, Chris, you up yet? I'm dead soon. You coming down? Let you do it. She's fragile, isn't she? Give Mom this one weekend without having the whole world revolve around you, Anna. Can you quit being a bitch? Oh, stupid. I'm gonna call 911 and report a suicide attempt. Are you sure? Because she says she's ready. She's ready, but I'm not. Now's the time to do it while she's still in charge of what happens to her. Aren't you afraid? You know, once we set a date, I stopped worrying about dying and I could focus more on living. Inheritance has to all be spent on hookers and bluff. What the hell are you thinking? You let her do what she wants to do. I want to know her. I want her to know me. I love you, sweet girls. Are you gonna give me some life advice?
The trick is you just show up and you give life your best shot. 2 wonderful lives. Blackbird de Roger Michel. Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Cette réunion de famille a un but bien particulier. Atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n'accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à l'épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille alors que le temps des adieux approche. Alors c'est un film avec Susan Sarandon dans le rôle de Lily, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson, je vais tous les dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, Bex Taylor-Close, Lindsay Duncan et Hanson Boone. Raphaël, tu souhaitais débuter sur Blackbird, vas-y. Exactement, alors moi c'est un film dont je n'attendais pas grand chose finalement, même si c'était le film américain de la semaine un peu, tu vois, c'était un peu le film américain, je veux dire, en salle. C'était le blockbuster. En salle évidemment, parce que sur Netflix il y a autre chose. Non voilà, donc c'est un film quand même qui a un peu, je trouve, un rayonnement un peu Oscar dans son casting et aussi dans son propos. Il a un aspect indépendant aussi par le fait qu'il était à Toronto, tout ça. Et finalement, c'est un film super puissant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le regarder. C'est un film qui prend son temps quand même pour monter en puissance. Et je trouve, alors, je vais faire un parallèle assez particulier, mais je trouve que c'est un peu un Tenet du deuil. Dans le sens. Alors, ouais, je vois pas le lien pour l'instant. Dans le sens où souvent le deuil, c'est quelque chose qui arrive après un décès. Voilà, donc là, on est dans un film qui, au contraire, va faire le deuil en avance du décès. Et en tout cas, c'est un film qui a un propos assez intéressant aussi, parce que on a tous vu des films qui traitent un peu de cette réunion de famille un peu crépusculaire pour la personne en question, c'est-à-dire le père ou la mère de famille qui est avec ses petits-enfants, ses enfants et tout ça. Ou autre chose, par exemple, Juste la fin du monde, qui est aussi un film dans ce genre-là, où c'est le fils. Donc c'est des films qui sont assez fréquents au cinéma, et c'est limite quand on va le voir on se dit c'est encore un film qui a ce sujet là, et qu'est-ce qu'on aura de plus à voir dans ce film-ci. Et je trouve que c'est un film qui déjà qui est très bien, enfin la narration est très bonne, c'est-à-dire que j'avais cette sensation, vous savez, quand on vous raconte une histoire et qu'elle est tellement bien racontée que on a plus ce qu'on voit on a plus ce qu'on voit en tête, mais on a plutôt ce qui s'est passé en tête. Et là, le film, quand il me parle par exemple de tu te souviens, ces vacances à Londres, machin, enfin on les a en tête et on oublie limite le film, on transpose un peu les personnages, donc qui sont des figures quand même assez iconiques, on va dire, du cinéma, ce qui aide un peu à la projection. Et on se dit, mais en fait, on vit avec eux ces instants-là en disant, waouh, ouais, c'est vrai que je me projette un peu dans leur histoire, et l'émotion vient aussi de ce côté-là. Et je trouve que voilà, on a l'impression d'avoir cette narration par la famille entière, et c'est assez beau. J'aime beaucoup aussi le fait que on essaye de compléter un peu toutes les personnalités, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de cast, enfin il n'y a pas énormément de gens non plus, et quand même on va voir la fille qui va parler à son père à un moment, on aura le petit-fils avec sa grand-mère, on a tout le temps cette relation qui va être quand même intime, c'est-à-dire on a une famille qui est quand même assez grande, mais on aura quand même des moments intimes à chaque fois, donc je trouve ça assez bien fait. C'est sur aussi sur les personnages, déjà les comédiens, je les ai trouvés très très bons, et Susan Sarandon, très juste, très bon casting, superbe. Et c'est que ces personnages-là, on a l'impression de les avoir connus, de les connaître toujours un petit peu dans leurs clichés. Et finalement, au fur et à mesure du film, il y a un espèce de... Le film prend parfois à contre-pied, tu vois. Il y a des personnages qu'on se dit « Ah, mais ce personnage-là ne voudra pas du tout être pour le fait que sa mère meure, ou au contraire, complètement d'accord. » Et finalement, c'est pas le cas. Je trouvais que c'était très subtil, en tout cas, sur les personnages. Ouais, tout à fait. C'est le mot subtil. Je trouve que le film est très subtil, et je trouve qu'il prend son temps, mais non plus, on n'a pas envie de se dire j'ai envie de m'arrêter là. Parce que dans la deuxième partie du film, j'ai pas envie de dire vraiment où,
il y a un regain d'intention pour le sujet du film en se disant waouh, pourquoi ça arrive en fait. Enfin, en fait, on est tout le temps surpris un peu de l'histoire du film, et ça, je trouvais ça assez beau parce que. Oui, il y a une espèce de petit suspense, c'est limite un thriller. Limite un thriller à un moment, là où, comme je le disais au début, c'est un peu le Tenet du deuil, où on se dit tout est programmé, c'est ou bon. Juste la fin du monde aussi, tu m'as dit, bon, on va aller. Non, mais tu vois, c'est un peu le truc, on se dit, ok, c'est prévu, donc il y a un compte à rebours limite, mais en fait, non, vraiment, on va être surpris dans ce film, donc vraiment, je le conseille. Blackbird, qui est un remake d'un film danois. Oui. Ouais. Benoît, tu veux nous en parler, vas-y. Moi, je suis d'accord au niveau du sujet, je trouve que c'est très très fort d'aborder la question de l'euthanasie, du droit de choisir quand on veut mourir, et le film parle aussi un peu de ça, voilà, de la question de la légalité, de la morale. Voilà, j'ai aussi beaucoup aimé le casting, mais j'ai un peu plus de réserve concernant la progression de l'histoire, qui je trouve manque un peu de quelques rebondissements pour relancer l'intérêt. Ah, t'es pas d'accord avec Raphaël sur ce point-là. Mais c'est juste sur ce point-là, sinon oui, le film est bien. Et moi, il m'a fait penser à Festen de Thomas Vinterberg, avec cette réunion de famille où caméra on se dit épaule en moins. Oui, caméra épaule en moins, où on se dit tout, les langues se délient, et pas que les langues d'ailleurs. Roger Michel, qui nous avait fait Morning Glory ou encore Coup de foudre à Notting Hill, voilà. Donc là, qui nous avait habitués à d'autres styles de films. Moi, j'ai trouvé sa mise en scène plutôt intelligente et précise, avec des plans souvent larges et qui laissaient les comédiens jouer. Il y avait une espèce de symétrie, et puis au moment où ça rentrait un peu plus les pieds dans le plat, là on reprenait des plans plus serrés et un peu plus caméra à l'épaule, et je trouve que ça nourrissait bien le propos du film. Marie, ton avis sur Blackbird? Ça fait longtemps que j'avais pas pleuré autant. J'allais venir. Et aussi intensément devant un film. J'ai été prise de court parce qu'en plus, je n'avais qu'une moitié de pitch. Moi, je ne m'attendais pas à la question de l'euthanasie. Pas du tout. Moi, je m'étais juste dit, c'est une question de réunion de famille avec la mère qui est malade. Bon, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu au cinéma, effectivement. Et en fait, je me suis fait vraiment avoir parce que c'était un film très, très fort. Et qui du coup aborde, comme tu le disais Benoît, cette question de l'euthanasie qui mérite d'être abordée, et qui du coup le fait très justement parce que le film se place du côté des concernés, et on n'entend jamais assez des concernés sur ce sujet. Et donc c'était très intéressant, très subtil comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous Raph et Simon. Puis la musique, il y en avait et tout, mais elle n'était pas là tout le temps pour appuyer les sentiments. Mais l'émotion venait des acteurs et de la mise en scène, c'était très très moi, fort. Moi je me suis vachement projeté dans le film, et notamment le personnage de Sam Neill, incroyable cet acteur, il est génial. Ça me faisait froid dans le dos. Mais en fait, comme vous disiez, c'était tellement bien mis en scène et tellement bien joué que moi j'ai vraiment vécu ce moment avec les personnages tout le long. J'avais envie de pleurer tout le long, et en même temps j'avais envie de rire, parce qu'en fait c'est comme si on était à table avec eux et qu'on faisait partie de la famille, qu'on vivait ce moment, et on s'attend à ce qui va arriver, et pareil on fait comme eux, on est d'accord puis on n'est plus d'accord, puis on sait pas ce qui va se passer, puis il y a les rebondissements, et en fait on est tellement impliqué dans ce film que toutes les émotions y passent, et c'est vrai que c'était extrêmement fort, extrêmement bien écrit, et le casting il est incroyable. Suzanne Sarandon, elle est incroyable. J'adore cette actrice, mais là elle était je vais rebondir sur les pleurs. C'est vrai que moi je pleure pas souvent au cinéma, et là dès peut-être la 20e minute j'ai commencé à chialer, j'ai chialé pendant tout le film, et j'avais encore mal à la gorge quand je suis rentré. Mais moi aussi. Mais j'étais en deuil. En fait on voulait souffrir. Non mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très très fort. J'ai trouvé vraiment ça, je me suis pris une petite claque même limite, j'ai pas peur de le dire. J'ai vraiment trouvé ça brillant. Paul, sur Blackbird. Moi j'ai pas été autant passionné que vous par ce film. C'est pour ça qu'on finit par toi. Allez, merci Paul pour ton avis. Voilà. On passe tout de suite au deuxième film. Vas-y. Non mais du coup, ça m'a pas passionné, c'était pas mal, mais moi ce qui m'a gêné, c'est que c'était pas, comment dire, tous les éléments qui venaient alimenter l'intrigue de manière à mettre un peu de tension. Bon, je vais pas les citer, sinon ça spoil le film. Mais tous ces éléments-là, ils sont vite désamorcés, je les trouvais. Et au final, pour que le film se reconcentre directement sur le sujet principal qui est le droit à l'euthanasie et tout ça, et je trouve que du coup ça perd dans sa puissance. Je trouve qu'il n'y a pas une tension qui monte tout le long du film, c'est des trucs qui sont désamorcés toujours assez vite, de manière à pouvoir se refocaliser sur...
la question du deuil et tout ça. Mais même si je vois ce que veut dire Raph, effectivement, je vous rejoins un peu. Je trouve que le climax, c'est peut-être une scène un petit peu avant la scène du repas. C'est peut-être le moment plus impactant, et après ça redescend un peu. Je l'ai adoré. Ça, c'est pour le coup. Moi, je comprends ce que tu veux dire, même je suis d'accord avec toi, mais c'est juste parce que c'est naturel en fait dans une situation où là on est à la fin de vie d'une personne. En fait, ils culpabilisent tous de finir là-dessus. Donc tout est désamorcé très vite parce qu'au final tu dis on va pas finir là-dessus, donc c'est bon, on explique en fait. Et à chaque fois, par exemple, et ça je trouvais ça assez juste dans le film, il y avait forcément un personnage qui va dire mon héritage à un moment, tu vois, ça avait un petit blanc, tu vois, puis après on change de sujet parce qu'on va pas parler de ça, tu vois. Oui, il y a souvent ce truc, il y a cette pudeur, on calme le jeu parce que j'aurais compris si c'était un sujet qui était moins intime, mais là le sujet fait que on est obligé d'avoir ce côté-là qui désamorce souvent, mais je comprends ton avis. Sinon, je peux rajouter 2-3 petits trucs. Juste sur des aspects un peu plus techniques, du coup, c'est vrai que le choix des cadrages était assez interpellant, puisque on avait des cadres vraiment très fixes par instant, et du coup, ça permettait de laisser les acteurs évoluer sur le plateau, parce qu'on a vraiment l'impression d'assister à une adaptation d'une pièce de théâtre. Et puis ça permet de c'est pour ça que le parle de plateau. On aurait pu l'adapter en pièce, ou ça aurait pu être issu d'une pièce. Mais c'est pour ça aussi, ça permet de comprendre l'espace de la maison qui est un peu importante, parce que c'est un des trucs qui est un peu derrière, mais ils disent plusieurs fois c'est elle qui a construit cette maison, Suzanne Sarandon, tout ça. C'est un truc qui est important, et je pense que c'était aussi pour mettre en avant cet espace-là que c'est filmé aussi de cette façon. Mais de fait, il faut souligner que c'est un huis clos, et du coup la mise en scène et le jeu des acteurs est d'autant plus magistral que tout est très très bien organisé dans le film, je trouve. Puis on a Rainn Wilson qui joue dedans pour tous les fans de The Office le reconnaîtront, et ça fait plaisir de le revoir parce qu'on le voit pas souvent au cinéma. Un dernier mot sur Blackbird, on peut passer à la suite. Contrairement au sujet, moi j'ai beaucoup rigolé. Voilà. Oui, c'est vrai on a rigolé. C'est vrai. Voilà, je préfère préciser. Bon, en tout cas, on est plutôt positif sur le film. Moi, je suis très 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 positif, je vais pas vous le cacher. Dans quelques secondes, nous allons partir à la découverte d'Enola Holmes, la sœur de Sherlock Holmes. Mais avant ça, on va découvrir leur oncle, Rupert Holmes. Et lui, il n'est pas dans le monde des détectives, non, il est plutôt dans la musique. On marque donc une première pause musicale dans l'émission avec Rupert Holmes et son mythique titre Escape the Pina Colada Song. Transition. I was tired of my lady, we'd been together too long, like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed, and in the personal columns there was this letter I read. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. About my lady, I know that sounds kinda mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like pina coladas, getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow noon and cut through all this red tape at a bar called O'Malley's, where we'll plan our escape.
she walked in the place, I knew her smile in an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady. And she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like pina coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. Alors vous l'aurez sans doute compris, mais Rupert Holmes n'a rien à voir avec Sherlock Holmes, hein, bien sûr. Ah bon Mais pour notre deuxième film de la soirée, on part réellement redécouvrir la mythologie d'Arthur Conan Doyle, non pas avec Sherlock Holmes, mais plutôt avec sa sœur Enola, dans le film Netflix de Harry Bradbeer. C'est parti pour la bande-annonce. Now, where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells alone. And yet, we were always together. And it was wonderful. She was my whole world. Which leads me on to the second thing you need to know. A week ago, I awoke. Mother? To find that my mother was missing. And she did not return. I'm presently on the way to collect my brothers, Mycroft and Sherlock. Yes, Sherlock Holmes. The famous detective, my genius brother. He will have all the answers. Enola. Where's your hat and your gloves? Well, I have a hat. Just makes my head itch. And I have no gloves. My God. A wild woman brought up a wild child. Who will make her acceptable for society? She seems intelligent. There are two paths you can take, Enola. Yours, or the path others choose for you. It is time to find my mother. The game is afoot. If I have to stay hidden from my brothers, I must become something unexpected. A lady. You've progressed nicely. Is she safe? She's our company. I'm Viscount Tewkesbury. A useless boy. You have to help me. I'm not ready to die on a train. I'm not ready to die at all, and I wasn't going to before I met you. What are you planning, Mother? She always had a reason for everything. Her own way of doing things. Perhaps she wants to change the world. Perhaps it's a world that needs changing. Come on! Unlike most well-bred ladies, I was never taught to embroider. I was taught to watch and listen. I was taught to fight. I'm coming to find you, Mother. You don't know how to embroider? Enola Holmes de Harry Bradbeer. Enola, la jeune sœur de Sherlock Holmes, met ses talents de détective à l'épreuve pour tenter de retrouver sa mère disparue et déjouer une dangereuse conspiration. Donc Enola Holmes est jouée par Millie Bobby Brown, qu'on a pu voir dans Godzilla 2, Roi des monstres. Bien sûr, c'est là où elle est super connue. Dans Stranger Things, où elle joue Eleven, c'est là où on s'en souvient le plus. On retrouve aussi Henry Cavill, qui joue le célèbre détective Sherlock Holmes, Sam Claflin, et Helena Bonham Carter, qui joue la mère de Enola Holmes. Marie,
t'es sans aucun conteste la plus grande fan de Sherlock de l'histoire. Donc, qu'as-tu pensé de Enola Holmes ? Alors, je dois vous avouer que j'avais extrêmement peur quand le sujet a été annoncé. Après, il faut savoir déjà, partir de là, que c'est adapté de roman de Nancy Springer. Ouais. Voilà. Ils ont adapté 2 romans, je crois, pour celui-là. Qui est une autrice spécialisée dans le détournement de personnages et dans la féminisation de personnages. Et donc, qui sait de quoi elle parle, quoi. Et du coup, j'avais très très peur parce que je suis très attachée à l'univers de base de Sherlock Holmes, qu'on se le dise. Enfin voilà, j'aime être précise sur le sujet, quoi. Et en fait, j'ai plutôt passé un bon moment, on va se dire. C'est pas le film de l'année, on va pas se mentir. Non, et il faut pas être très attaché précisément à l'univers de Sherlock Holmes parce qu'il y a de gros écarts dans la personnalité, dans certaines personnalités de personnages, notamment Mycroft qui est pas Mycroft. Voilà, ça pour le coup. C'est un putain de bâtard là. Voilà, mais Mycroft est quand même pas hyper sympa en vrai. Mais en c'est soi, limite le méchant du. Là ouais, alors quand le vrai Mycroft, il s'en battrait totalement les steaks qu'elle soit comme ça, sa sœur. Il s'en foutrait. Bon, voilà. Puis le film a été attaqué en justice aussi pour un trait de caractère de Sherlock Holmes. Oui. Ah, c'était dans le quiz. Non. Je suis sûr. Dit-elle en raturant sa feuille. J'ai vu son regard. Je me suis dit, ça c'était dans le quiz. Alors ça, on peut en parler. En gros, on leur a dit, votre Sherlock Holmes est trop sentimental, trop chaleureux. Alors c'est un truc qui est arrivé dans les derniers... C'est quelque chose qui existe, voilà, que Conan Doyle a écrit. Donc en soi, je n'ai rien à dire là-dessus, et j'ai trouvé qu'Henry Cavill était... il m'a pas déçu. Mais ils ont été attaqués pour ça, juste pour la précision, parce que c'est toujours protégé par les droits d'auteur, ces histoires-là. C'est pas encore tombé. Aux États-Unis, c'est 95 ans, le domaine public, enfin toute une histoire de droit, quoi. Puis les ayants droit de Sherlock Holmes sont très à cheval sur l'œuvre de Conan Doyle. Ils s'épinglent tout. Mais Henry Cavill, pour le coup, ne m'a pas du tout déçu. Je le trouvais sympathique dans le rôle de Sherlock Holmes. Un peu musclé quand même. Un peu musclé pour un Sherlock, mais les petites boucles étaient là. Voilà. Et il joue pas trop mal. Je me suis pas dit. En fait, j'avais très peur parce qu'il est connu pour son physique, voilà, et pour Superman et tout ça. Et je me suis dit, ils l'ont pris pour son physique. Il va y avoir des blagues là-dessus par rapport aux femmes. Et c'est pas du tout l'esprit et tout machin. Et en fait, non. Donc c'est très cool. Et pour en revenir sur les principales, Enola Holmes, qui est du coup jouée par Millie Bobby Brown, j'adore cette actrice. On a vu dans Godzilla 2. Donc. On a vu dans Godzilla 2, qui était excellente dans Godzilla 2. Voilà. Non, je trouve qu'elle est vraiment excellente et elle joue très bien ce qu'on peut attendre d'une Holmes. Une Holmes qui n'existe pas dans l'univers de base, du coup, mais du coup, elle a cet esprit holmésien. Et je trouve ça très très cool. Je sais pas comment. J'ai pas lu les livres, mais j'imagine que c'était voulu. Et j'ai trouvé qu'en gros, l'hommage était bien rendu. L'enquête, les péripéties, les moyens d'enquêter, sur sa personnalité, son jeu, j'ai trouvé que tout ça c'était un très bel hommage. Et en plus c'est une version c'est une version un peu enfant-ado, hein, on va pas se mentir, c'est surtout ciblé sur les plus jeunes, mais c'est très cool parce que c'est un propos féministe, c'est une version qui s'adresse... Même si sa quête c'est quand même de finir avec un mec. Voilà, mais alors ça c'est le problème, un peu nul. C'est le problème, c'est que je pense que c'est aussi le problème, c'est que ça a été réalisé par un homme, hein, on va pas se mentir, alors que l'histoire, à la base, c'est une femme qui l'a écrite. Et dans les romans, il me semble qu'elle a 14 ans, et on sent le truc venir, qu'il l'a vieilli pour qu'il puisse avoir une histoire d'amour, machin, truc, on sent le truc venir. Et ça, effectivement, c'est dommage. Je suis d'accord avec toi, Simon, c'est que c'est très axé sur cette histoire d'amour avec ce jeune homme-là, alors que l'histoire principale... dont je tairai le nom. Je me rappelle plus, j'avoue, je me rappelle plus. Et mais je te le dis, c'est Lord Tewksbury. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et alors que l'histoire principale est ailleurs, puisque on a en toile de fond la mère qui est très féministe, qui on suppose suffragette, enfin voilà. Et du coup tout ça c'est super intéressant, ça aurait pu être plus axé là-dessus. Le problème c'est que il y a 5 ou 6 romans à la base et que cette histoire-là c'est le fil rouge de tous les romans. Donc là si tu veux adapter ça en un seul film, c'est vrai que du coup ça tombe un peu à l'eau parce que ça finit très bizarrement en fait. Ça se sent, et en même temps moi j'ai trouvé que c'était une des forces du film, c'est que passé la moitié, la quête change un peu. Oui, et ça m'a surpris parce que je m'attendais à un scénario très classique. C'est le cas dans les faits, mais ce petit virage m'a plu. Voilà. Effectivement, c'est juste que du coup, ça tombe un peu à plat à la fin, quoi.
On se dit, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et effectivement, il manque 4 livres derrière, c'est sûr, du coup, forcément. Mais ceci dit, je trouve que c'est très divertissant et c'est un bon message. J'aime bien quand on invente des nouveaux personnages, surtout dans Sherlock Holmes, le motif de la petite sœur qui est plus intelligente que ses frères, encore plus que Sherlock Holmes, c'est très visité déjà dans les histoires et je trouve ça super. Moi, j'adore. Et là, Enola Holmes, je trouve que c'est un super personnage qui apporte un très bon mood. Féministe et dans l'idée que les personnages peuvent être aussi intelligents que les hommes et que ça peut être des personnages forts et qu'on change les univers qui sont réservés aux hommes pour les réserver aussi aux femmes et je trouve ça très très cool. Très bien. Paul, est-ce que tu veux rebondir sur Enola Holmes? Est-ce que tu es du même avis de Marie déjà? Globalement, tu es fan? C'était... Fan, non. Fan de Sherlock Holmes, je veux dire, de l'univers. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était une nouvelle... Ok, il ne va pas du tout répondre à ma question, c'est pas grave. Pardon, j'ai pas entendu. Non, est-ce que tu es fan de Sherlock Holmes à la base? Non, du coup, j'ai dit... Non, ah voilà, bon, vas-y, donc... Mais du coup, j'ai trouvé ça bien d'avoir un nouveau point de vue sur cet univers, justement. On a eu les films, on a aussi la série qui est sur Netflix, mais je crois que ça vient de la télé à la base. Ouais, cette série de longs films, en fait. Non, il voulait pas la série... Parle de Sherlock, en fait, hein, la série avec Lucy Liu qui joue Sherlock. C'est de ça qu'il parle. Non. Non, de Sherlock, voilà, Benedict Cumberbatch. Et du coup, là, on a un nouveau point de vue. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est vrai que c'est un film très ludique. On sent que moi, j'ai senti qu'il n'était pas trop le public cible. C'est-à-dire que ça se voit que c'est une cible plus jeune auquel ce film se destine. J'ai bien aimé aussi l'aspect féministe du film et tout. C'était plutôt sympa. Et par contre, moi, ce qui m'a gêné, c'était le fait qu'elle nous parle directement. Parfois c'était perturbant ça. Il y a un moment, elle a sorti un truc, je me suis cru dans Dora l'exploratrice. C'est pareil. Elle te pose une question, genre qui en plus c'est un truc crucial dans le film, et t'es en mode bonne nuit, enfin je sais pas. Et du coup après elle fait sa décision quand même parce que sinon ils vont pas attendre notre réponse. Alors que Dora elle attend toujours la réponse. Ah ouais, Dora c'est très long. Très longtemps. Surtout que la réponse est un peu obvious souvent dans Dora. Mais bref, mais chez Enola c'était plutôt bien fait. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, je me suis posé la question, est-ce que ce personnage-là, il n'a pas été justement aussi repris dans la série avec les longs épisodes et tout? Parce qu'il y a un épisode où il y a la sœur... Pour ceux qui n'ont pas vu la série, désolé. Ah ouais, oui, j'évite d'être trop précis, mais il y a un épisode où il y a la sœur... En gros, ça fait partie de ces motifs récurrents-là, oui, effectivement. Tu as raison. Ouais. Et qui est très intéressant, du coup. Du coup, c'est ce que je me suis posé comme question. Mais sinon... Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Benoît, sur Enola Holmes. Moi, je suis un peu mitigé. Je trouve que c'est un très bon divertissement, dans le sens où pendant 2 heures, on va passer un bon moment. Je vous rejoins sur le message du film, mais moi, du coup, je suis très mitigé parce que je trouve pas forcément que des bonnes intentions font un bon film. Voilà. Ça, c'est sûr. D'accord. Parce que on a une enquête vraiment très très classique et il y a, sans spoiler, il y a une chose qui résume pour moi les quelques problèmes d'écriture, c'est le plastron en fer. Voilà, donc j'en révélerai pas plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, je trouve il y a quelques facilités. C'est à la fin. Il y a verras le film une deuxième fois pour la peine. Les devoirs. Voilà, j'ai trouvé il y avait quelques facilités, mais globalement c'était un bon moment. Sympathique. Voilà. Oui. Les effets spéciaux par contre étaient dégueulasses. À un moment il y a un train qui passe la nuit là. Oh là là, c'était affreux. Raphaël. Non, ouais, moi, Enola Holmes, j'ai pas accroché non plus. En fait, je pense qu'il y a des problèmes des fois au cinéma de rythme trop lent, et là, c'est trop rapide, en fait. Et je pense qu'ils ont voulu se calquer un peu à l'esprit vif qu'a un Sherlock et Enola Holmes, c'est difficile à dire quand même. Et pour le coup, en fait, le montage avec il y a pas mal de cryptogrammes un peu qui apparaissent, un peu des images un peu partout. On l'a vu dans la bande-annonce, et le rythme, finalement, dans la bande-annonce, c'est bien transcrit parce que c'est un peu ça au début. Je trouve que c'est un peu étouffant. On n'a pas le temps d'avoir une ambiance qui se pose. On a à peine connu sa mère qu'elle est partie. Enfin, on va trop vite en besogne. On a l'impression, vraiment, comme tu le disais, Marie, ça fait trop. On a adapté 2 bouquins, tu vois. Enfin, on a l'impression que c'est trop dense et l'univers à côté de ça est pas assez fourni, un film quoi. Par bouquin, mais exactement, ou une série d'ailleurs, vu qu'on est sur Netflix. Ouais, ou une série. Moi, je pensais vraiment que c'était une série en plus. En fait, ça en met beaucoup et finalement, il y a pas du tout. Ça passe
place pas de décor et on n'a pas envie d'y revenir. Par exemple, le Sherlock de cette histoire, j'ai pas du tout envie d'avoir un spin-off dessus. Enfin ça m'intéresse pas en fait. Non ouais, mais aucun des personnages et même une suite m'intéresserait pas parce que j'ai l'impression qu'il y a rien à raconter en fait. Donc voilà, je conseille pas trop. Moi au contraire, je trouve c'est que le truc qui fonctionne bien, c'est que c'est quand même dans la mythologie Sherlock Holmes et du coup par essence, Sherlock Holmes, il pourrait être écrit pareil dans un autre film, mais ça s'appellerait pas Sherlock Holmes, tu te dirais oh il est moyen écrit tout ça, mais là comme tu te projettes aussi tous les Sherlock qu'il y a eu avant, ça fait un truc un peu sympathique parce que tu te dis ah putain, et là c'est d'habitude c'est lui le personnage principal, mais là il est secondaire et il y a son aura qui est là, tout ça, voilà. Bon après c'est vrai que c'était sympathique, mais sans plus quoi. Un mot en plus sur Enola Holmes où on a fait le tour. Allez le voir quand même, sympa. Juste si vous avez Netflix, oui. J'ai été content de retrouver Helena Bonham Carter. Ah oui, génial. Moi aussi, j'adore cette actrice du coup. C'est noté. On ne la voit pas beaucoup, mais Sam Claflin était sympa aussi, pas mal. Je l'avais pas reconnu, j'avais vu au générique qu'il y avait lui, comme pour notre troisième film, on revient en France avec la vie mouvementée d'Éléonore, jouée par Nora Hamzaoui et réalisée par le frère de celle-ci, Amro. Bande annonce. Ah non, mais me dis pas que t'es encore au lit à cette heure-ci. Vivement que ça s'arrête, cette dépression, ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Si tu te reprends pas immédiatement en main, tu finiras en HP, comme ta grand-mère Babette. J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot. T'as voulu devenir écrivain? Tu t'es planté. Faut savoir faire un constat d'échec, parfois. Si tu avais du talent, ça saurait maintenant. Vous pensez être une psychopathe? Fabrique asociale. C'est sophistiqué et audacieuse. Féline. Féline Ça veut rien dire, Féline, c'est juste une façon polie de dire cochonne. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu réagisses. Ça va pas, non? Mais vous faites pas chier! Et que tu te mettes enfin à te comporter comme une adulte. Vous croyez pas doit venir d'elle, maman. C'est comme pour les tox et les alcoolos. Faut que ça vienne de l'intérieur. Hein? Faut vraiment que tu apprennes à te réconcilier avec ta féminité. Une femme doit savoir jouer de ses atouts. Ça me va pas du tout, je suis horrible, on dirait un train. Oh, le petit rôti. Bureau de Monsieur Gratiani? Ça donne envie de le frotter avec une gousse d'ail. Il y a un truc que je ne supporte pas, ce sont les fautes d'orthographe. Je suis exactement pareil. Les fautes grammaticales, les fautes sur le pluriel, les festivals, les festivals, on sait jamais c'est lequel des... Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Nora Hamzaoui, Éléonore, apprentie écrivain, change de vie et devient l'assistante d'un éditeur spécialisé dans les romans érotiques. Je fais ce petit lapsus volontairement puisque c'est Nora Hamzaoui qui joue et qui se joue un peu aussi elle-même. Donc elle joue Éléonore. On retrouve aussi au casting André Marcon, Raoul Fernandez et Dominique Raymond. Dirait que j'invente des noms et des prénoms, mais ils existent. J'avoue. Un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Du côté de la présentation. Benoît, débute sur Éléonore qu'on a adoré ici. On n'a pas trop aimé le film, mais bon, je vais ne pas le détruire. Personnellement, je lui-même. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est pas le pire film que j'ai vu cette semaine. Oui, voilà. Je suis. Brutus contre César. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, honnêtement, je suis assez mitigé sur le film parce que c'est l'énième film d'une trentenaire parisienne à Paris qui est perdue professionnellement, familialement, amoureusement, et du coup, c'est. Voilà. Alors que si ça se passait à Albi, t'aurais adoré, quoi. Oui, voilà, peut-être. Voilà. Autre chose dans que le Périgord, tu vois, local. Voilà. À Beyrouth, quelque part. Non, par exemple, on peut citer Jeune femme ou Tu mérites un amour, voilà, des films assez similaires. Et en fait, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de stéréotypes, notamment au niveau des personnages avec la mère et la sœur qui sont assez énervants, voilà, et très caricaturaux. J'avais noté, voilà, par exemple, le jeune start-upper riche qui a un énorme appartement, voilà. Donc on a énormément d'éléments qu'on a déjà vus et voilà, ça manque beaucoup d'originalité.
par contre, voilà, je sauverai certaines choses quand même, parce que c'est pas non plus catastrophique. Voilà, ça dure que 1h20, voilà, c'est pas... Donc c'est la seule chose à sauver, c'est que ça dure pas longtemps. Voilà, ça dure pas longtemps, voilà. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé Nora, la performance. Je trouve que c'était assez... ça reste quand même assez difficile à jouer, et on sent dans le film une certaine critique, enfin moi ce que j'ai vu de la société contemporaine. Après, elle peut être assez mal perçue. Moi je vois que le film en gros nous dit que la société est peut-être un peu trop stricte envers certaines personnes qui sortent un peu les femmes par exemple, voilà, qui sortent des chemins tout tracés. Très bien. T'as autre chose à ajouter ? Par exemple, je citerai une séquence où l'éditeur un peu réactionnaire est choqué que cette femme ne soit pas végane et mange de la viande. Voilà, donc comme un exemple. Vraiment une scène comme ça. Puisque c'est une bobo parisienne, tout ça, c'est ça. Voilà. Oui, elle devrait l'être. Elle devrait manger du quinoa d'ailleurs, pour être précis sur la citation. C'est très bon, quinoa. Mais d'ailleurs, ce personnage, j'ai eu l'impression que c'était un rôle qui avait été écrit pour Gérard Depardieu. Je sais pas. C'est vrai que ça aurait été super bien. Clairement, Gérard Depardieu dans ce personnage. Ouais. Ah, moi j'ai vu François Berléand. Pour moi, c'est vrai que François Berléand. Un vieux quoi. François Depardieu. François Berléand. Raphaël, vas-y. Que tu as pensé d'Éléonore ? Moi, la phrase que j'ai notée en sortant, c'est ça enfonce plus de portes ouvertes qu'un complément d'enquête. Donc, finalement, je trouve que c'est un film qui est très très facile, mais comme tu le disais, j'ai beaucoup de sympathie pour la comédienne, et en même temps, le film Éléonore, c'est pas un film qui... Enfin, on va pas en sortir en étant énervé, mais on va trouver ça... moi, je trouvais ça... Ah, Marie est énervée, je crois. Elle va nous le dire après. À chaque fois, touché, moi, par rapport à d'autres... Mais bon. Oui, mais à chaque fois, j'ai trouvé ça dommage. Je me suis dit, ah non... Enfin, en fait, à chaque fois, je me suis dit, il commence à faire un truc qui va me toucher, notamment cette relation, du coup, entre donc cet éditeur Harold et voilà. Ouais, je trouve que c'est le point positif du film. Surtout que c'est un super bon comédien, le gars, et puis... T'as l'impression André Marcon, du coup. André Marcon, voilà. Et t'as l'impression qu'ils vont construire quelque chose, une espèce de paternité un peu... Et rien du tout, en fait. Enfin, t'as l'impression que ça surprend. Enfin, là vraiment. Quand même, vu comment ça se finit, c'est comme si elle retrouvait son père. Voilà. Non, mais bien sûr, mais pas plus. Mais non, mais à chaque moment, je trouve que ça descend. On comprend pas vraiment la relation qu'elle a avec sa mère. Au début, elle nous dit j'adore ma mère. Enfin, puis il y a une relation aussi lesbienne qui apparaît puis qui disparaît. Oui, c'est vrai. Alors ça, on sait pas n'importe quoi. On sait pas ce que fait le film en fait. On comprend pas. Se questionne. C'est bon, c'est un voyage initiatique. Bah vas-y, Marie. Vas-y. T'es énervé. Moi, j'étais énervé. Elle est encore. C'est typique de ce que tu as dit, Benoît. Les bonnes intentions ne font pas les bons films. C'est tout à fait ça. On nous promet un pitch. Une meuf, elle est écrivaine, elle va être embauchée dans une maison d'édition d'histoires érotiques. Tu dis mais trop bien cette histoire de ouf. Ouais. On ne parle jamais de la maison d'édition. Le fait que ce soit des histoires érotiques, ça ne rentre jamais en ligne de compte. On ne parle pas du tout de sa carrière d'écrivaine. On ne parle pas du tout d'elle, ni de ses envies, ni de ses désirs, ni de ses rêves. Parce qu'elle met ça de côté. Ça ne tourne qu'autour des mecs. Ça ne tourne qu'autour de ces histoires d'amour. Et le fait de vouloir dire je fais un film sur une meuf qui veut s'émanciper, est-ce que je suis féministe et tout, toutes les personnes, les femmes dans son entourage, elles sont ignobles, elles sont horribles, mais vraiment, il n'y a aucun personnage féminin positif dans ce film. Les personnages masculins, ils sont tous misogynes, mais ça passe, ils sont sympathiques, notamment le Harold qui est très misogyne, et finalement, mais c'est quand même mon père ou mon mec, je sais pas si je suis amoureuse de lui, finalement, si je vois en lui un père que je n'ai jamais vu, on sait pas, c'est hyper bizarre. À un moment donné, il y a cette apparition, on a l'impression qu'elle tombe amoureuse d'une femme, mais en fait, pas du tout, on sent pas les steaks de cette scène, ça ne sert absolument à rien. Et ce personnage là est hyper bizarre en plus. Et c'est quoi cette scène d'Haroun ? Qu'est-ce qu'il fout Haroun 2 minutes dans le film, ça sert à rien. Mon sosie, selon Mac Boublil. Non mais là c'est juste pour se moquer, des gens qui disent frérot et se moquer, je sais pas, du langage des jeunes, j'imagine. C'était nul. C'est hyper boomer cette histoire là. Le film est un peu boomer d'ailleurs. Mais rien ne va. C'est très mal écrit, notamment. Alors à un moment il y a une scène dans un métro
où il se passe un truc apparemment super important dans l'histoire qu'on ne nous montre pas. Et en fait, on nous prend pour des cons parce qu'en fait, à la fin, on nous dit mais si c'était super important, tu l'as pas vu. En fait, elle regardait parce que sa sœur, quand elle était petite, elle appelait comme ça. Du coup, elle a regardé sur Google en fait un truc et en fait, elle a perdu le document super important. Mais en fait, on ne le dit ne revient pas. jamais dessus. Voilà. Il y a plein de trucs, on sait pas pourquoi le film est écrit comme ça. En fait, ça va pas. Il faut dire ça commençait calmement. Ça commençait calmement sur Éléonore. Ce monsieur n'a pas compris. Et Nora Hamzaoui, elle a l'air très sympathique, mais qu'est-ce qu'elle joue mal? Tout le monde joue mal. Je la trouve jamais sympathique, Nora Hamzaoui. Elle m'énerve un petit peu. C'est mal joué. Et à la mise en scène, il y avait des plans flous. Dans Interstellar aussi, il y en a. Oui, non, mais là c'était moche. Et en plus, ça se moque de plein de choses. Franchement, Nora Hamzaoui se place derrière ce mec-là. Ce mec n'a jamais vécu de dépression pour parler de dépression comme ça. C'était honteux de parler des gens dépressifs comme ça et de la dépression comme ça. Honteux. Ça se moque des véganes, ça se moque, c'est grossophobe. La scène du début, c'est grossophobe. Enfin, elle voit un petit qui mange des gâteaux, elle fait fais attention à ton corps, nanana. Attends, mais rien ne va. Il y a plein de faux raccords aussi de trucs qui fonctionnent pas. Et puis des plans qui va de l'un à l'autre, c'est moche. La dernière scène, c'est vrai. La dernière scène. Ah non, mais ça c'est gros. En plus, le climax. Attends, c'est un petit qui se fait voler son livre et il se fait voler son livre par deux petits noirs en plus. C'est exactement ce que je me suis dit. Il n'y a pas de personnage racisé dans ce film, sauf les deux gamins de la fin qui volent un petit. Et ben voilà la diversité, vous n'êtes pas content maintenant. C'est très dur parce que l'actrice et le réalisateur sont libanais. Oui. Et t'as l'impression, en fait, dans la famille, c'est pas du tout, enfin, c'est vraiment des blancs occidentaux, tu vois, dans la famille. Donc c'est très très curieux. Je sais pas pourquoi ils ont. Mais vraiment. Bon, ils ont voulu se fondre. On s'attend à une meuf qui va réaliser son rêve d'écrire un livre et qui va travailler dans une maison d'édition. On s'en fout. Le film ne parle pas de ça, n'allez pas le voir pour ça. Tout ça pour dire que Éléonore c'était génial. Oui, c'est très très mal distribué d'ailleurs. C'est diffusé que au Gaumont, comédie et multiplex. Ouais, mais parce que c'est Nora Hamzaoui. Sachant que le distributeur a choisi le titre international qui est Just Like a Woman. Donc voilà. Oui, parce que c'est une boîte de je sais plus qui c'est Real Passion. Je crois que c'est un truc international ça qui produit le producteur. Le distributeur c'est ARP en tout cas le pacte. Le pacte international. Attends, c'est des gros trucs quoi. Très bien. On passe à la suite. Oui. On passe tout de suite au résumé de nos débats de la soirée en un seul classement, le top de la semaine. On va essayer de faire très vite. D'abord, je vais vous demander votre top 1 de la semaine. Marie, on commence par toi. Blackbird. Enola Holmes. Et Benoît. Blackbird. Avant de dire le top, qu'est-ce que vous avez vu cette semaine en plus? Je sais que vous avez vu Lux Aeterna de Gaspard Noé. Rapidement, alors. C'est Gaspard Noé, voilà. Si vous aimez pas aimé. Très rapidement, moi honnêtement, je recommande très fortement le film. Surtout que voilà, c'est que 50 minutes, donc voilà, c'est une formalité. Et Charlotte Gainsbourg. Voilà, donc c'est un métafilm de Noé, donc c'est-à-dire Noé qui parle de cinéma à travers son film. Voilà, il y a des citations, il y a des extraits. Oui. Voilà. Oui. Mais là, c'est précisément sur le cinéma, et moi, je trouvais que c'était vraiment. C'est un film sur un tournage, quoi. Oui, voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une expérience. Voilà, ça sort des trois quarts des films. De souffrance. Une expérience de souffrance. Si vous êtes épileptique, n'y allez pas. Ça c'est. Donc. C'est quand même un film de Noé qui parle d'un tournage d'un film réalisé par une femme et qui ne cite que des hommes, voilà. Comme d'habitude chez Gaspard Noé finalement. Mais c'est pas grave. On a compris que Marie était énervée ce soir. Du coup, rapidement, à chaque fois c'est une attraction, je trouve, Gaspard Noé. Là, c'est un peu l'attraction Indiana Jones chez Disney. Donc, il y a un petit looping à la fin, c'est un peu. Voilà, mais il faut pas être épileptique. Sinon, vraiment, je trouve que le film est intéressant. Il fait 50 minutes, mais comme il y a des plans coupés et tout ça, ça fait un peu plus, c'est plus dense. Mais vraiment, faut partir au bout de 40 minutes parce que la fin ne sert à rien. En fait, on souffre autant que les personnes sur le tournage. Donc, voilà, c'est subir à Gaspard Noé. Antebellum, vous l'avez vu aussi, Marie? Oui, sympa. Sympa film de genre, ouais. Ça aurait pu être plus poussé, mais c'est bien. C'est écrit à gros traits un peu, mais sympa. Brutus contre César. Horrible. De Cairon. Extrêmement ennuyeux. Heureusement que les salles n'ont pas passé ce film. Voilà, c'est vraiment très mauvais. Non, c'est mauvais. D'autres films que vous avez vus?
Non, moi j'ai vu le documentaire sur Maître Gims. Ah oui, c'est vrai. Ça donnait envie, je trouvais. Et je peux vous le dire, entre Gims, Antebellum et Brutus contre César, finalement c'était peut-être Maître Gims qui était le mieux. Voilà. Donc le top 3 de la soirée, on retrouve en 3ème place Luxa Eterna de Gaspard Noé, en 2ème place Enola Holmes de Harry Bradbeer et en 1ère place Blackbird de Roger Michel. Après ces tops, il est l'heure du retour de la carte blanche de la semaine, on va la faire rapidement. Je pense que la clé de tout ça, c'est l'arrivée des locomotives américaines. Juste pour vous donner un chiffre qui est important, l'année dernière, le marché des films américains sur l'été, c'était 80% des entrées du marché. Donc ça les blockbusters habituels, les blockbusters habituels, beaucoup d'explosions, voilà. Beaucoup de budget, beaucoup de stars. Et les films enfants aussi, les Disney, tous ces films stars qui font venir les familles aussi au cinéma, c'était 80% l'année dernière des entrées. Aujourd'hui, la situation sanitaire américaine est très complexe, ce qui fait que tous ces gros films, sont décalés. Donc nos grosses locomotives aujourd'hui sont pas sur les écrans, et c'est ça véritablement la clé de la remise à niveau du marché et de la fréquentation, c'est le retour de ces films dès que la situation sanitaire va se stabiliser. Là on attendait du Alors la voix que l'on vient d'entendre, c'est celle d'Aurélien Bosque, le président des cinémas Gaumont-Pathé, et c'était le 21 juillet dernier sur Europe 1. Alors ce qu'il disait à ce moment-là fait complètement écho à de nombreux témoignages que j'ai entendus ces dernières semaines. En effet, de nombreuses personnes boudent les salles de cinéma ou même résilient leur abonnement au cinéma depuis le déconfinement. La raison principale, selon ces ex-spectateurs, étant qu'il n'y a rien d'intéressant en salle. Alors on ne peut leur donner tort si pour eux les films à voir sont les blockbusters. Oui. Comme on l'a dit la semaine dernière, de nombreux films à gros budget ont au choix soit eu une sortie décalée, soit au pire eu une sortie en streaming. Brutus contre César en est témoin. Le démarrage poussif de Tenet au box-office n'aidant pas, on voit mal comment cela changerait. Pourtant, elle est là la question de cette semaine, peut-on réellement dire qu'il n'y a rien à voir au cinéma en ce moment ? C'est d'ailleurs un article qu'il y a eu sur Première qui s'appelle « Adieu les blockbusters » et si on arrêtait de dire qu'il n'y a rien au cinéma, qui m'a aussi inspiré cette carte blanche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de la table ? Raphaël ? Alors moi, pour le coup, en fait, je me suis projeté un peu sur les... Enfin, projeté non. Au contraire, j'ai regardé dans le rétro et les films qui étaient à la même période en salle l'an dernier. Il y avait des films, en fait... En ce moment, il n'y a pas les films qui devaient être à Cannes. En tout cas, il y en a peu, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, pardon, notamment Antoinette et tout ça. L'an passé, on avait... Voilà, Antoinette dans les Cévennes, pardon. L'an passé, on avait Bacurau qui avait le prix de la mise en scène, je crois. Il y avait eu Atlantique, tout ça. Donc ça, c'est des films cannois qui sont pas cette année, qui sont un peu les fers de lance un peu des salles de cinéma en septembre et octobre. Il y a aussi, voilà, comme tu le disais, un manque de films de gros blockbusters. L'an passé, il y avait Gemini Man, par exemple, dans la même semaine que Alice et le maire Atlantique. Et sinon, il y avait J'irai où tu iras, mais pas grand-chose d'autre. Et finalement, en fait, cette semaine, on se rend compte que si tu veux voir Blackbird, si tu veux voir peut-être Eleanor, non, mais si tu t'intéresses à plein d'autres cinémas, et par exemple là les sorties de la semaine, c'est super intéressant parce que t'as un pays qui se tient sage, qui est un documentaire qui est mis en avant plus que s'il avait été en concurrence avec d'autres films. Joseph, qui est un film de région, voilà, tout ça, enfin je parle que des films au Diago, mais bon, Cagillionnaire, voilà, femme la femme mais qui même s'est enfuie. Les cinémas Gaumont-Pathé du coup ont dû sortir des films qui ne sortaient pas d'habitude. C'est ça. Tout à fait. Et du coup c'est mettre le projecteur sur des films qui n'auraient pas eu le temps d'exister, et là du coup on met en avant un cinéma qui existe depuis toujours, et finalement il n'y a pas assez de spectateurs et de spectatrices qui vont les voir malheureusement, mais en fait il y a plein de choses à voir, et finalement quand on regarde que les gros blockbusters comme par exemple je sais pas Men in Black le dernier, c'est nul, tu vois, même je sais pas, le Gemini Man c'est nul, enfin il y a plein de films gros blockbusters, ça veut pas dire de la qualité, et finalement si tu vas voir des films indépendants comme Antoinette, même si ok t'aimes pas forcément ça, tu vas te rendre compte que finalement ça t'intéresse et ça va t'ouvrir les portes vers autre chose, quoi. Après ça fait peut-être plus peur du coup aux exploitants, et c'est pour ça qu'il y a aussi cette phrase qui revient, pour citer l'article d'ailleurs de Première. En 2019, les films américains prenaient plus de 55% de part de marché. Le cinéma français, avec 74,66 millions de billets vendus, représentait de son côté 35% des entrées. Vendredi, le Figaro annonçait 65% de baisse des recettes pour l'année en cours. Ces chiffres permettent de comprendre comment, une fois le confinement levé, toute l'industrie, et il dit nous y compris, c'est-à-dire la rédaction de Première, a pu se convaincre que seul un blockbuster américain, en l'occurrence Tenet, aurait pu sauver le cinéma local.
Des réactions, ouais, Marie. Et moi, je trouve ça quand même extrêmement triste de résumer le cinéma à des blockbusters. Il y en a 10 dans l'an. C'est quand même très triste de penser que s'il n'y a plus de blockbusters, il n'y a plus de cinéma. Il y a énormément de choses à voir au cinéma, que ce soit au Gaumont ou au Diago. Au Diago, ils proposent énormément de films plus indépendants qui sont extrêmement intéressants. C'est juste que la plupart des spectatrices ne sont pas habitués à voir ce type de cinéma et forcément, s'ils sont habitués au blockbuster, ils ont moins ça maintenant, mais le cinéma est quand même extrêmement bien fourni, et comme tu disais, Raph, ça met en lumière des films qui auraient été moins en lumière d'habitude, et c'est super cool, moi, je trouve. Et il faut arrêter de dire que c'est parce qu'il n'y a rien de cinéma que les gens vont moins au cinéma. Il y a aussi quand même une crise sanitaire. Peut-être qu'on va prendre ça en compte aussi. Et un masque durant tout le film. Ça joue aussi. Est-ce qu'il y en a qui pensent quand même autour de la table qu'il n'y a vraiment rien à voir ? Non. Non, c'est faux. Faut arrêter de dire ça. C'est faux. Au contraire, je voulais dire un truc, c'est que avant il y avait trop à voir. Enfin, je regarde la semaine du 9 octobre 2019. Il y a trop de films, vraiment. Faut arrêter de donner de l'argent à ces gens-là. C'est que la semaine du 9 octobre, du coup, tu savais pas quoi voir. Il y avait Joker, El Camino, Papicha, Chambre 212, Pour Sama, Banlieusard, La fameuse invasion des Urs en Sicile, et t'avais Donne-moi des ailes aussi de Nicolas Vanier qui avait l'air super bien. Enfin, t'as plein de grosses films, Sœur d'armes aussi, voilà. T'as plein de gros films et personne va tous les voir, même nous en fait on va pas tous les voir, donc arrêtez. Et maintenant t'as Éléonore, donc voilà. Non mais allez voir 3 films par semaine, c'est déjà pas mal quoi. Moi j'aimerais juste rajouter, moi je suis totalement d'accord, mais il y a un très très gros problème, c'est que moi par exemple je vais régulièrement au cinéma Athénée de Lunel, et en fait c'est un cinéma dans une ville de 26 000 habitants, et ils expliquent que sans les films en VF, sans les blockbusters, sans le cinéma populaire, il meurt littéralement. Oui, c'est dommage. J'avais vu un article dans le Midi Libre d'après le confinement où ils expliquent, si on n'a pas Mulan et Tenet cet été, c'est la mort. D'où la réaction d'un exploitant qui avait éclaté l'affiche de Mulan. On peut comprendre. Ouais. Paul, pardon, tu as des réactions sur cette carte blanche? Non, pas spécialement, si ce n'est que ce qui a été dit, c'est que en effet c'est dommage de résumer le cinéma, pour la plupart des gens, de le résumer au blockbuster et aux films français, des comédies qui marchent souvent très très bien, et c'est dommage de se résumer à ça, et du coup de se brider, de se limiter à ce cinéma, et du coup d'occulter une autre part du cinéma qui est très très riche et qui mérite d'être vu. Et on dit ça alors qu'on attend avec impatience Black Widow et Wonder Woman quand même, hein, c'est pas le problème. Hein, mais voilà. Dune qui a été décalée aussi. Voilà. On aurait pu encore en parler longtemps, mais comme on n'a pas beaucoup de temps ce soir et qu'il faut déjà passer au quiz, on va devoir clore cette carte blanche. Pas le temps. J'avais encore plein de trucs à vous dire sur Ben Affleck qui parle des films du milieu, des trucs comme ça, mais on en parlera plus tard. Les films du milieu, ça n'a rien à voir avec Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. La mise en abîme. Vous savez maintenant l'heure qu'il est, du coup il est l'heure du quiz de Raph et Marie. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Allez, Raph et Marie, c'est à vous. Alors, ce soir, vous êtes les uns contre les autres. Donc, nous avons Simon, Benoît et Paul, chacun pour sa peau. La première question, vous la connaissez. Il faut deviner le titre du quiz. Un jeu de mots entre quiz et les films de la semaine. À savoir Enola Holmes, Blackbird et Éléonore. Je vous laisse me dire vos propositions. Allez, Black Quiz. J'allais dire pareil. Il va dire Enola Quiz, du coup. Bon, allez, Enola Quiz pour effectivement, c'était Enola Quiz. Yes. Tu prends un point. Ah là là. J'osais espérer que vous alliez faire Black Quiz. Tu m'as donné la réponse. Ouais. Alors vous avez tous vos casques, parfait. Alors on passe à la musique de film. Dans quelle œuvre on entend ce morceau? Godzilla 2, Roi des monstres, bien sûr. Non, évidemment que non. Ouais. C'est en lien avec une actrice ou un acteur de la semaine. De la semaine. Une actrice. Une actrice. Non. C'est un film qui porte le nom de cette chanson qui est très importante dans ce film. C'est un film. Bon, si vous l'avez vu évidemment. Moi, j'ai pas vu. C'est un morceau qui unit toutes les parties d'un film. Et spoil pas trop, s'il te plaît. Qui unit toutes les parties d'un film. Ouais. C'est un film. C'est en lien choral.
réalisé par deux sœurs. Okay. Mustang Cloud Atlas. Oui, absolument. Cloud Atlas. Du coup, des sœurs Wachowski avec Susan Sarandon dans le casting. J'ai oublié qu'elle jouait dedans. On passe à En or ou en bois. Alors, je commence par la première. Une plainte a été déposée contre le film Toy Story 4 pour contrefaçon d'identité concernant le personnage de Duke Kaboom et de ses cascades en moto. Est-ce vrai ou faux? Est-ce en or ou en bois? Je vais dire faux. Ouais, en bois, pareil. Faux, ouais. Que des faux, et ben vous aviez tort, puisque c'est vrai, le fils du cascadeur, Evan Knievel, donc, aurait noté la ressemblance entre son père et Duke Kaboom. La famille demande ainsi à Disney la somme de $75 000, le personnage ayant notamment été utilisé pour le marketing et la promotion du film sans l'approbation du coup de l'entreprise KNK. Donc ça va, ils peuvent se le permettre Disney. Hein. Oui, ils peuvent, oui, c'est vrai. Mais ils sont pas du genre pas de rien comme ça. Personne. On passe à la deuxième question. La société de Steven Spielberg, Amblin Télévision, prépare une série adaptée des 7 samouraïs de Kurosawa. Kurosawa. En bois. Vous allez vrai pour l'audace. C'est Georges Lucas qui la prépare. En bois. Bon, alors effectivement, c'est faux. Puisque la société prépare bien une série, mais c'est Rashomon de Kurosawa qui sera adapté. Du coup, ça fait 2 points pour Simon, 1 point pour Benoît, 1 point pour Paul. Le premier point de Paul. Bravo. Pas mal, d'une pierre blanche. Troisième en or ou en bois, avant Susan Sarandon, c'était Sigourney Weaver qui était qui devait interpréter le rôle de Lily dans Blackbird. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Oh là là, je la vois bien jouer. Elle se ressemble beaucoup, je trouve. Moi aussi, je trouve. Sigourney Weaver à la place donc de Susan Sarandon. En bois. En bois. Et Benoît et Paul. Je la vois bien faire en bois. En or pour Paul. Et putain, ça va être en or. 2 en or, eh bien c'était faux. Ce devait être en fait Diane Keaton, le remplacement, donc c'est fait 1 semaine avant le tournage. On a choisi Sigourney Weaver parce qu'elle se ressemble effectivement, Simon. J'avais raison. Ce qui fait 3 pour Simon. J'ai enlevé la dernière question qui portait sur les ayants droit de Sherlock Holmes, c'est pourquoi ils ont attaqué en justice. Oh, dommage. En fait, je demandais si c'était à cause de la non-présence de John Watson qui les avait attaqués en justice, du coup, ce qui est évidemment faux, mais il nous a quand même manqué, John Watson. Et le 221 Baker Street on l'a pas vu, c'est vrai, on l'a pas vu, mais bon, on peut pas tout voir. Hein. On passe au qui a dit ? Ouais. Alors, qui a dit ? C'est la première fois que je voyais Depardieu en vrai, et le matin, quand j'arrivais, il me disait « Ah la voilà, ma saloperie !» Je passais mon temps à aller chercher les choses pour lui. C'est Pablo Mira qui ça m'a frappé de voir cet ogre, ce personnage. Je pensais que tous les acteurs étaient comme ça, que c'était ça le métier. J'en ai un peu marre que tout le monde dise tout le temps du bien de Gérard Depardieu parce que... Adèle Haenel. Il en a dit peu. Il en a dit peu des. Enfin, alors, personne n'en dit sur lui. Ah d'accord. Parce que apparemment, lui, il déchiquette un peu tout le monde tout le temps. Voilà, je traduis parce qu'apparemment, je comprenais pas cette tournure de phrase. Mais si, tu traduis là, c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'il en dit peu des autres, c'était ça la phrase. Voilà. Je sais pas qui c'est. Un indice. C'est un homme. C'est un homme et qui est dans un film sorti cette semaine. Oui. Aujourd'hui en fait. Vincent Lindon. Exactement, Vincent Lindon, donc, qui est dans Mon Cousin, qui visiblement ne porte pas Depardieu dans son cœur. Il l'avait rencontré sur le tournage de Mon Oncle d'Amérique. À cette époque, Lindon était costumier. C'est marrant ça. Eh oui. En 79 du coup. En tout cas, Simon, tu passes à 4 points. Bravo. Nous arrivons à la Sherlock Holmes que nous avons rebaptisée pour ce quiz. La Enola Holmes. Et pour le coup, vous avez un peu plus de pouvoir parce que... Enfin, un peu plus, oui. Au lieu de gagner 3 points, cette question vaut 3 points, la personne qui répond juste va faire perdre 3 points aux autres. Oh non. Moi, je suis dans le négatif, du coup. Oui, à tout le monde. Oh putain. J'ai décidé. Aïe, aïe, aïe. Et eh bien, je vais commencer tout de suite. C'est parti. J'ai été remis un peu à ma place par Lulu Wang, car j'ai décidé de réaliser Ron Howard. Oui. Car j'ai décidé de réaliser le biopic d'un artiste chinois alors que je suis un Américain bien blanc manquant un peu de connaissances sur le sujet et que je n'ai pas engagé tant d'artistes chinois sur le projet que ça. Effectivement, c'était Ron Howard. Et du coup, Lulu Wang a souligné qu'il n'avait pas engagé de techniciens chinois et qu'il n'avait pas assez de connaissances sur le sujet pour faire ce biopic. On la comprend. Donc il passe vraiment à -2. Ouais, oui, c'est exactement. Vous passez tous les deux à -2 en face. Live, direct à je mets des -2. Allez. Ça me fait plaisir. Bravo Margot. On se fait humilier. Et pas grave, nous arrivons du coup au quiz spécial. Cette semaine, nous avons concocté un quiz spécial, les femmes enquêtent au cinéma.
Et nous commençons par qui c'est celle-là? Alors, qui c'est celle-là? Clarice Starling. Silence des agneaux. Exactement. Silence des agneaux, dans lequel donc Jodie Foster enquête sur Hannibal Lecter. Tout à fait. 5 pour Simon. Bref. Vous avez vos casques, on passe à une réplique, un film. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? Now, mademoiselle, where is Jesus sitting? In the middle. Good. He and his disciples are breaking bread. And what drink? Wine. They drank wine. Splendid. And one final question. How many wine glasses are there on the table? C'est Liam Neeson. Il faut les connaître. One. Non. Plus vieux. The Holy Grail. Open your eyes. C'est anglais. L'acteur, oui. L'actrice, non. No chalice. Well, that's a bit strange, isn't it? Pour vous aider, considering both the Bible and standard Grail legends celebrate this moment as the definitive arrival Faut deviner le of the film, Holy effectivement. Grail. C'est Marion Cotillard, l'actrice. Non. Par contre, l'acteur, c'est Ian McKellen. If you'd be so kind as to show us the symbols for man. Mais Ian McKellen, c'est dans cette scène, elle. Et le troisième acteur, c'est Tom Hanks. J'ai pas envie de réfléchir. Ah bah là, j'essaie de te dire ça. Ian McKellen, Tom Hanks. Ouais. Et une troisième actrice française pour un film américain. Ah, arrête-moi si tu veux. Non. On a toujours dans les femmes qui enquêtent. Ouais, je sais, mais il y a une femme qui enquête. Bon, bah alors si je peux vous aider, il y a un lien avec la question précédente. Enfin, avec la question qui vous a valu de perdre 3 points. Ouais. Ouf. Ouais. Ah, Dragon Rouge. Non mais. C'est un film de Ron Howard. Ah non, c'est un film de Ron Howard. Ah oui. Avec Mélanie Laurent. Pas du tout. Non. Ah non, merde. C'est pas Mélanie Laurent. Non, c'est pas Mélanie Laurent. Tom Hanks. Tom Hanks, Ian McKellen. Da Vinci Code. Oui, Da Vinci Code, évidemment. L'actrice française, c'était Audrey Tautou, qui enquête sur la disparition de son grand-père. Il avait sur le bout de la langue, enfin, il comptait, il dit. Voilà, c'est ça, effectivement. Ça fait 6 pour Simon, du coup. Aïe, aïe, aïe. Moins 2 pour nous. On passe à La Merci le Québec. Donc je vais donner le titre québécois d'un film. Il faudra me donner le titre français. La religieuse. La nonne. Exact. Oui, absolument. La nonne. Donc rappelons que dans ce film, le Vatican lance une enquête donc sur ce fameux couvent qu'il confie à 2 ecclésiastiques, dont sœur Irène. Tu passes à moins 1, Paul. Ouais, merci. Bravo. Le film est éclaté. Enfin, c'est mon avis, mais je l'ai pas du tout aimé ce film. Ouais, c'est vrai. Mais t'as rapporté un point. Donc, oui. Merci la nonne. On arrive au film qui baise ensemble. Je le rappelle, un pitch qui réunit 2 pitchs de film. Il va falloir trouver un titre et non 2 titres de film. Thor, Ragnarok and Roll par exemple. Là, je remets un peu en contexte. Okay. Je commence le pitch. Dans une banlieue de Boston, Amy disparaît. Son mari, Nick, est très inquiet. Il engage donc des détectives privés, Patrick et Angie, pour enquêter sur sa disparition. Entre histoire de drogue et mensonges, on ne sait plus très bien qui l'on cherche. Amy ou Amanda? Je sais que t'en as un, Simon. J'ai un film. Eh oui, je le sais. Mais j'arrive pas. Et l'autre? En plus, c'est 2 mots qui sont... L'autre film est en lien avec le premier que tu as normalement. Ah ouais? Ce soir, nous avons beaucoup de Ben Affleck à l'affiche. Gone Girl Baby Gone. Non, Gone Baby Gone Girl. Oui. Gone Baby Gone Girl, effectivement. L'un de Ben Affleck, l'autre de David Fincher, mais avec Ben Affleck. Simon, tu passes à 7 points. Donc Gone Baby Gone enquête avec 2 détectives privés, dont Angie, voilà, sur la disparition d'une petite fille. Et Gone Girl, disparition de Rosamund Pike, et c'est une enquêtrice qui est sur l'affaire. Voilà. On arrive au pas tourné? On passe au pas tourné. Laquelle de ces actrices n'a jamais interprété de détective privé? Alors, 5 actrices: Pamela Anderson, Adèle Exarchopoulos, Sandra Bullock, Kristen Bell ou Nicole Kidman. Vous avez chacun droit à une réponse, là, pour le coup. Redis-les-nous. Alors, je commence à l'envers. Nicole Kidman, Kristen Bell, Sandra Bullock, Adèle Exarchopoulos ou Pamela Anderson. Laquelle n'a jamais interprété de détective privé au cinéma. Cinéma. Enfin, dans un film, quoi. Peut-être il est sorti en DTV. Oui, voilà. Ok. J'en sais rien. Alors, donnez-moi vos réponses. Moi, je dirais Adèle Exarchopoulos. Ouais, Nicole Kidman. Ouais. Ouais, je dirais bien Nicole Kidman aussi, allez. Ok, très bien. Bon, alors Pamela Anderson, vous le saviez tous, c'était dans Barboyer de David Hogan. Ouais. Sandra Bullock, c'était dans Miss Détective de Donald Petrie, évidemment.
parce qu'elle était Miss et détective en même temps, donc deux niveaux assez différents. Kristen Bell, vous le connaissez. C'est dans la série là. Exactement, la série, mais il y a eu un film, c'est pour ça. Et qui est sorti en direct ou DVD. Voilà, c'est pour ça. Et je pense que le Pamela Anderson aussi. Donc le film, c'était Veronica Mars, le film de Rob Thomas. Nicole Kidman, c'était dans Destroyer de Karine Kusama, mais qui est très récent. Et donc c'était Adèle Exarchopoulos. Paul, tu passes à 0. Oh. Mais quel retour. Je suis sur Terre. Quel retour. Au niveau de la mer, on arrive au casting 5 étoiles, je vous cite des noms, vous devez me trouver le film. C'est parti. Ali Wong, Steven Williams, Daniel Bernhardt, Johnny Smollett-Bell, Mary-Elizabeth Winstead, Chris Messina, Rosie Perez, tu me l'as mis 2 fois, Johnny Smollett-Bell, Evan McGregor et Margot Robbie. Suicide Squad. Non. Birds of Prey de Cathy Yan ou Rini Montoya, Enquête sur Black Mask. Je pense que c'est elle que tu voulais mettre, que t'as pas mis, un double finalement. Je sais pas. Voilà. On passe à la musique de film, donc prenez vos casques. Ouais, vous avez tous vos casques, c'est beau. Question de rapidité, évidemment. Dans quel film on entend cette musique? Classique. Un grand classique, ouais, que j'ai pas vu. Classique du genre. Du genre détective. Du genre détective. Du genre enquête. Pas détective précisément, mais du genre d'enquête et avec 2 réals très connus. 2 réals très connus. Carter Burwell à la musique. Que j'aime pas forcément. Carter Burwell à la musique qui fait tout le temps la musique de ces 2 réals finalement. Un film de 96. 96. Meilleure année. Exact. Avec une actrice qui a eu pas mal de prix. Exactement, Fargo des frères Cohen, donc qui met en scène Frances McDormand dans le rôle de Marge Gunnarsson, une chef de police. Exactement. Qui enquête du coup. Nous arrivons au duel time. Vous avez chacun une question avec 3 thèmes différents. Simon, donne-nous les thèmes. Tu vas commencer en choisissant ton thème. Tu as le choix entre Irène ou investigation ou ado. Irène. Vas-y, je vais prendre Irène. J'espère que c'est une question sur Food Irène ou un truc comme ça. J'aimerais trop. J'étais sûre que t'avais pensé à ça et non, c'est pas ça, Simon. Mais bon. Irène Adler, personnage de l'univers de Sherlock Holmes, est connue pour être la seule personne à avoir battu le détective. Fine enquêtrice et méchante de renom, elle fut interprétée par de nombreuses actrices, sauf une. Laquelle? 4 propositions. Charlotte Rampling, Emma Thompson, Rachel McAdams, Nathalie Dormer. Redis-moi les 4. Charlotte Rampling, Emma Thompson, Rachel McAdams ou Nathalie Dormer. Laquelle n'a pas interprété Irène Adler? Emma Thompson. Je note. Je suis sûr pour Rachel McAdams, mais après... Je me doute. Nous passons du coup à Paul. Tu es le deuxième à choisir puisque tu as 0. Tu as le choix entre investigation ou ado. Ado. Tu veux la poser là? Non, vas-y. Très bien. Laquelle de ces ados ne s'improvise pas enquêtrice dans son œuvre? 4 propositions. Beverly March, Nancy Wheeler, Annie Gauthier ou Margot Roth Spiegelman. Sachant que ce sont 4 noms de personnages. Oui, c'est les personnages. Voilà. Laquelle de ces ados ne s'improvise pas enquêtrice dans son œuvre? Alors, t'en répètes. Beverly March, Nancy Wheeler, Annie Gauthier ou Margot Roth Spiegelman. Je dirais la dernière. Margot Roth Spiegelman, très bien, je note. Donc, et la dernière question, Benoît, tu as investigation. Exact, que je viens de finir actuellement, donc c'est bon. Laquelle de ces actrices a déjà interprété, n'a pas interprété, une journaliste d'investigation? Kate Blanchett, Rachel McAdams, Julia Roberts ou Emma Stone? Ça, je l'ai, ça. Je dirais la deuxième. Rachel McAdams? C'est la deuxième, du coup. C'est pour ça que oui, non, mais je cherche. Là, quand il a rentré, il s'est dit non, peut-être pas Rachel McAdams. Ouais. C'est pas trop bien compris. Emma Stone, Julia Roberts, Rachel McAdams, Kate Blanchett, une journaliste d'investigation. Allez, rapidement. Sinon, je vais partir sur Emma Stone. Super. Super. Alors, les réponses. Alors, on commence par Paul. Faisons ça? Allez. Pourquoi pas? Eh bien, tu avais raison. Margot Spiegelman, c'est la personnage de la place cachée de Margot. Elle disparaît et on enquête sur elle. Le film n'était pas Beverly March, c'est ça, chapitre 1. Nancy Wheeler, Stranger Things. Annie Gauthier, Le Club des 5. Donc 5 points. Donc tu gagnes 5 points et tu as 5, Paul. Bravo. Voilà, et la remontada est présente. Voilà, exactement. Benoît.
Bah dis donc, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bah C'était bien oui, Emma Stone parce que Julia Roberts, c'est l'affaire Pélican. Spotlight, donc avec Rachel McAdams. Oui. Et Cate Blanchett, donc c'est dans le biopic Véronica Guerin, donc sur un trafic de drogue à Dublin. Donc voilà. Ça passe à 3, Benoît. Aïe. Bravo. Simon. Bah dis donc, bah c'est bon. Ah, c'est Emma bon, Thompson, elle a jamais joué Irène. Ah, on a été bon ce soir. Ah, mais oui, J'avoue, c'était incroyable. Charlotte Rampling dans Sherlock Holmes à New York, Rachel McAdams dans les Sherlock Holmes de Guy Ritchie, Nathalie Dormer dans Elementary. Tu gagnes 5 points, tu as 14 points, tu gagnes ce quiz. Bravo à toi. C'était pas évident, franchement, à la fin. Merci beaucoup, Marie et Raph, pour ce quiz. Il est maintenant temps de clore cette émission. J'aimerais remercier Arnaud pour la technique, ainsi que tout le reste de l'équipe pour avoir débattu ensemble au cours de cette heure et demie d'émission. Remerciements particuliers aussi à Margot, pour qui c'était la première à la réalisation de la vidéo ce soir de l'émission. Si l'émission vous a plu et que vous voulez la découvrir, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook et compagnie. La semaine prochaine, c'est Raphaël ici présent qui sera aux manettes. Eh oui, quels seront les films au programme? J'en sais rien du tout. Donc, tu sais pas? Moi, j'ai aucune idée. Je savais même pas que j'avais Il y a Cagillionnaire. On en a parlé en plus. Cagillionnaire de Miranda July, Les héros ne meurent jamais d'Aude Léa Rapin, À cœur battant de Karen Ben Raphaël et Joseph. Ça fait beaucoup de films, hein. Pas mal. Superbe programmation. Pas mal, ok, cool, super. Pour se quitter, on part à la découverte du 4e album du groupe de Seattle, Fleet Foxes, sorti la semaine dernière. Shore conviendra à tous les fans du groupe et de musique folk indé américaine. Pour vous donner un petit aperçu, on se quitte tout de suite avec Featherweight. Bonne semaine à vous au Cinéma Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, mais c'est encore un peu maintenant. I'm beginning
promise. One last way past the malice. One more day's all I